C'est beau, Adjay? Ah oui, c'est beau. Oui? La lumière monte vite, hein. C'est incroyable. On voit qu'on est en Inde, hein. Le soleil monte très très vite. Ça, c'est Canopus et Sirius. C'est parti. J'ai commencé le time-lapse. Juste pour le soleil, là. Magnifique. C'est beau. C'est magnifique, exactement. C'est absolument hallucinant, ça. Depuis 5 milliards d'années, le Soleil se lève sur notre planète et lui donne son énergie. Ce spectacle va durer encore 5 milliards d'années. Le Soleil, notre étoile, est un nouveau-né à l'échelle de l'univers. Depuis 13 milliards d'années, des générations d'étoiles se sont succédées dans le ciel. Aujourd'hui, nous allons suivre le destin de ces astres qui ont forgé dans leur cœur toute la matière dont nous sommes faits. En les regardant briller dans le ciel, nous avons l'impression que les étoiles se ressemblent toutes. Et pourtant, entre naines blanches et supergéantes, le catalogue de l'univers est très varié. Je rêve depuis longtemps de découvrir ce réseau d'antennes qui se déploie au cœur de l'Inde. Avec ce radiotélescope unique en son genre, les astronomes indiens tentent de remonter aux toutes premières étoiles et aux premiers embryons de galaxies. Ces antennes géantes captent des ondes radio émises par les astres les plus lointains de l'univers. Elles permettent aussi de traquer des explosions d'étoiles, les supernovas, et leurs vestiges perdus dans le cosmos. C'est à l'extrême ouest de l'Inde que mon ami Adjay Talwar va me faire découvrir le ciel de son pays. Il est l'un de ses meilleurs connaisseurs. Adjay a photographié le ciel nocturne dans les décors les plus majestueux. Waouh! Jaisalmer. C'est beau, hein, n'est-ce pas? Ah, c'est incroyable vu d'ici, c'est magnifique. Là, on regarde la vieille ville. Donc tout autour de la ville, c'est le désert du Thar. Oui. C'est vraiment splendide. Là, au coucher du soleil, on a l'impression que c'est une cité de sable qui sort de terre. Oui, n'est-ce pas que c'est la ville d'or? Ah, ok. Tu as la ville rose de Jaipur, la ville bleue de Jodhpur et la ville d'or de Jaisalmer. Ah, d'accord, ok. Jaisalmer est l'une des rares citadelles à être encore habitée en Inde. Ici, c'est le palais du Maharaja, les appartements du roi, et là, les appartements de la reine. Le fort a été construit sur une petite colline, mais cette colline est en sable et donc elle s'affaisse. Le fort est lui-même construit à base de sable et donc il est poreux. Et tu sais ce qui détruit le fort? Trop d'habitants. Parce qu'ici, plus de 4000 personnes vivent à l'intérieur de la citadelle et la population s'étend aussi à l'extérieur. Doucement, l'eau s'infiltre et du coup, la citadelle se fragilise. Récemment, l'UNESCO a décidé de la déclarer patrimoine à protéger. On espère que les choses vont s'améliorer. La citadelle de Jaisalmer a été construite au XIIe siècle pour contrôler une route commerciale très importante qui passait par le désert du Thar. Les caravanes transportaient vers l'Occident de l'opium, des épices ou de la soie. Elles rapportaient d'Afrique de l'ivoire et de Perse des dattes, des fruits secs et des substances médicales. C'est ainsi que la ville d'Or, véritable carrefour commercial, a subi de multiples influences culturelles qui ont fait d'elle ce bijou d'architecture. Loin de tout, au cœur d'une région désertique, Jaisalmer est idéalement situé pour les astronomes que nous sommes. Quelques kilomètres suffisent pour que nous nous retrouvions au milieu du désert du Thar. C'est la première fois que je vois un télescope sur un dos de chameau. Hein. C'est le vaisseau du désert. Il peut transporter n'importe quoi, même un télescope.
J'espère qu'il est en un seul morceau. Tiens, tu peux le mettre ici. Loin de toute pollution lumineuse, nous installons le télescope d'Agé et en le couplant avec mon appareil photo, nous allons tenter de photographier les étoiles qui brillent dans le ciel indien. Alors Adjé, on peut installer ça sur Oui, ton télescope? Ça va me faire plaisir d'utiliser ton instrument avec mon appareil photo. ouais. 2 astronomes, un ciel et le ciel tout entier. Non, pas avec celui-ci, non, je vais pas avoir un champ suffisant, mais je pense qu'on va pouvoir faire des photos d'étoiles avec ce matériel qui vont être intéressantes. Voilà. On va la suivre. Voilà. Donc, le télescope, c'est comme si c'était une horloge, en fait, qui tourne en 24 heures. Et donc, il va suivre le mouvement de la voûte céleste. Et donc, l'étoile va être suivie toute la nuit, comme ça, exactement à la vitesse de la Terre, c'est ça? En fait, la Terre tourne dans cette direction. Le ciel reste là, au-dessus, mais la Terre tourne, donc on doit corriger le mouvement, car nos temps d'exposition sont longs, comme 2 minutes, 5 minutes, quelquefois 10 minutes. Et demain matin, l'étoile ira se coucher par là-bas. Oui. D'accord. On a fait une longue marche, donc on va se reposer un peu, en attendant que la nuit tombe. D'accord, ça marche. Hé, Pabou, il doit faire froid la nuit ici. Oui, c'est l'hiver maintenant. Alors il fait froid la nuit. Pabou, tu vis dans le désert toute l'année, probablement un ciel parfait, des mois et des mois durant, des étoiles tout le temps. Nécessairement ici, les gens doivent avoir un rapport spécial au ciel et aux étoiles. On marche la nuit grâce au clair de lune, pour nos petits trajets à la ferme, pour surveiller les animaux. C'est notre seule façon de vivre, avec le clair de lune. On n'a aucune autre lumière. Et si tu es au milieu du désert et que tu veux retrouver ta maison, tu as juste à regarder les étoiles, et tu sais quelle est la direction pour retourner chez toi. Ouais, lui aussi il est astronome, Voilà, exactement. tout comme nous. Orion est là, donc les Pléiades sont par là. Adjé, est-ce qu'on pourrait pointer Vega? Oui, un instant. Je dois juste aller sur la liste des noms d'étoiles. Vega. Là, c'est Vega. D'accord, donc ça va être un pointage automatique. D'accord. On doit juste la sélectionner. Ah, voilà, c'est parti. Alors, si tu... Tu devrais allumer ton écran. D'accord. Oui, elle est là. Le centrage est excellent, hein, bravo, perfect. Elle est là? Oui, c'est parfait. On la voit parfaitement. Alors, ça, c'est de la turbulence. Belle couleur. Et oui, c'est bleu, hein. Elle est toute bleue, Vega. Là, on peut. Ça, c'est de la. Oui, elle est bleue, un peu verte à travers C'est l'atmosphère. de l'astrophysique en direct, j'ai envie de dire. On se rend compte dans cette figure de turbulence que l'étoile est vraiment très très bleue. Comme toutes les étoiles, Vega est une énorme sphère de gaz, de l'hydrogène principalement, qui brille grâce aux réactions nucléaires qui se déroulent dans son cœur, où règne une pression et une température colossales. Toutes les étoiles ont une surface chauffée à des milliers de degrés, et c'est ce qui les rend si brillantes. Vega est bleue car c'est une étoile plus jeune et plus chaude que notre Soleil. C'est l'étoile la plus brillante de la constellation de la Lyre. Et toi, tu as
C'est l'une des grandes énigmes de la cosmologie. Je quitte Jaisalmer pour me rendre à Narayan Gaon, où des astronomes participent à cette quête des origines avec le GMRT. Le Giant Matter Wave Radiotélescope est un réseau de 30 antennes de 45 mètres de diamètre qui s'étend sur plus de 500 km². Cet instrument est sensible aux ondes radio, un rayonnement invisible que seules des antennes immenses peuvent capter. J'y retrouve Nissim Kanekar, astrophysicien au Centre national de radioastrophysique. Nissim étudie la naissance de l'univers et sa constante évolution. Ce que je trouve amusant, c'est que moi j'ai visité beaucoup d'observatoires dans le monde. Généralement, les télescopes sont au sommet de montagnes très très hautes, le ciel est très très pur. Et là, autour de moi, il y a beaucoup d'arbres, de la végétation, beaucoup de nuages dans le ciel. Pourquoi est-ce que ce télescope est ici? C'est une bonne question. Pour observer dans les hautes fréquences, ce qui est le cas avec les télescopes optiques, il faut être en altitude, sans aucun nuage ni rien au-dessus de soi. L'air doit être pur. Pour cela, les meilleurs sites au monde sont au Chili ou à Hawaï. Mais pour observer dans les basses fréquences, ces conditions ne sont pas nécessaires. Pour un radiotélescope comme celui-ci, on a seulement besoin d'une grande zone étendue et plate. Nissim, moi je suis astronome amateur, je voudrais vraiment être sûr de comprendre. Un miroir de télescope, c'est extrêmement lisse, ça réfléchit la lumière d'une façon fantastique. Vous êtes en train de me dire que l'antenne, en fait, c'est exactement la même chose, c'est ça? C'est une surface réfléchissante. Tout comme un télescope optique, le rayonnement arrive, atteint la surface puis se réfléchit au foyer. Ce que vous voyez ici ressemble à un bol. Et ce que vous voyez là, au sommet, ce sont les récepteurs. Donc les signaux arrivent, ils sont réfléchis par la parabole et convergent là-haut au foyer. Ensuite, les signaux sont récupérés et transmis par les câbles jusqu'à la salle de contrôle. Là, ils sont combinés entre eux pour fournir des résultats équivalents à ceux d'un grand télescope de 25 km de diamètre. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la lumière que nous pouvons voir avec les yeux et le rayonnement que vous percevez avec les antennes sont rigoureusement de même nature. C'est le même rayonnement. La seule différence qu'il y a, c'est cette longueur d'onde, c'est ça? Oui, exactement. C'est ce qu'on appelle le rayonnement électromagnétique. Toute la lumière du rayonnement électromagnétique est composée de champs électriques et magnétiques qui oscillent. La seule différence entre la lumière visible, les rayons gamma et les ondes radio, c'est juste la fréquence. Pour l'optique, la fréquence est très haute. Pour la radio, elle est très basse, c'est tout. Les signaux radio que l'on cherche à détecter avec ces antennes proviennent des premiers âges de l'univers. À cette époque, le cosmos ne ressemblait pas du tout à ce qu'il est aujourd'hui. Ce n'était qu'un immense brouillard opaque d'hydrogène et d'hélium. Nous sommes à peu près 500 000 ans après le Big Bang, cette explosion initiale. Alors, à quoi ressemble l'univers autour de nous? En effet, un demi-million d'années après le Big Bang, il n'y avait ni planète ni galaxie. L'univers était depuis sa naissance rempli d'hydrogène. Et s'il était resté ainsi, nous ne serions pas là. Nous sommes là car des galaxies se sont formées. Mais un demi-million d'années après le Big Bang, l'univers était encore parfaitement homogène. Seulement, dans certaines petites régions, il y avait des variations de masse et de densité, et donc plus de force gravitationnelle. Ces régions ont commencé à s'effondrer sur elles-mêmes. Mais comme l'univers était en expansion, ces régions s'effondraient lentement. C'est seulement bien plus tard, environ un demi-milliard d'années après le Big Bang, que les premières grandes galaxies se sont formées. À l'intérieur des nuages de gaz, il y avait de petites régions qui, elles aussi, se sont effondrées. Et c'est comme ça que se sont formées les premières étoiles, qui sont très différentes des étoiles d'aujourd'hui. Elles font des centaines de fois la taille du Soleil. Dans notre galaxie, aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucune étoile aussi grosse. Dans l'univers primordial, les nuages d'hydrogène et d'hélium étaient trop chauds et pas assez denses pour permettre à la gravité de créer des étoiles de taille comparable à celles qui peuplent le ciel aujourd'hui. La gravité ne pouvait influencer que d'énormes masses de gaz, et seules des étoiles gigantesques pouvaient se former. Mais jusqu'à présent, les astronomes du GMRT n'ont pas réussi à capter les signaux de cette toute première génération d'étoiles géantes. En attendant, les antennes du radiotélescope traquent des événements extrêmes qui se déroulent en ce moment même dans les galaxies,
et en particulier dans la nôtre, la Voie lactée. Parmi ces événements extrêmes, l'explosion d'une supernova, autrement dit la mort d'une étoile massive, reste rare et spectaculaire. La plus célèbre des supernovas, c'est la nébuleuse du Crabe. Ses vestiges s'étendent aujourd'hui sur 10 années-lumière. 100 000 milliards de kilomètres. On a pu reconstituer son histoire et on a retrouvé des témoignages écrits de son explosion qui a eu lieu en 1054. Dans la salle de contrôle du GMRT, je rejoins l'astrophysicienne Poonam Chandra, spécialiste des supernovas. Au début de l'univers, il y avait beaucoup d'étoiles massives qui explosaient en permanence. Quand une supernova explose, sa matière est expulsée dans le milieu interstellaire. Ce matériel emporte avec lui de nouveaux éléments synthétisés dans l'explosion. Au cours de sa courte existence, une étoile massive produit et brûle successivement dans son cœur nucléaire de nombreux éléments, comme l'hélium, l'oxygène, le carbone, le silicium, le titane. Mais au moment où l'étoile fabrique du fer dans son cœur, les réactions nucléaires s'arrêtent brusquement. La fusion du fer, en effet, exige une température que l'étoile est incapable de délivrer. Alors, privée d'énergie nucléaire, l'étoile s'effondre sur elle-même. Une formidable implosion, suivie d'une explosion titanesque. S'il n'y avait pas de supernova, nous ne serions pas là pour les observer. La raison, c'est qu'au moment du Big Bang, seul l'hydrogène et l'hélium ont pu être synthétisés. Tous les autres éléments plus lourds sont synthétisés dans les supernovas et sont diffusés par son éclatement. Ces matériaux se contiennent dans les nuages célestes qui forment successivement les planètes et les étoiles ainsi que leurs systèmes. Il y a un lien entre la naissance des étoiles et les supernovas ? Oui, bien sûr, il y a un lien. Quand une supernova explose, ces débris se déplacent à une vitesse supersonique et cela perturbe les régions proches. Ça augmente l'attraction par gravitation entre ces régions et la température augmente elle aussi. La réaction de fusion est déclenchée et cela va donner naissance à de nouvelles étoiles. Donc on peut dire que les supernovas sont responsables de la création de nouvelles étoiles. Et les étoiles que vous étudiez, ces étoiles très massives qui vont exploser en supernova, est-ce qu'il y en a beaucoup dans la galaxie, dans la Voie lactée ? Ces étoiles sont très rares. Par exemple, pour vous donner une idée, dans une galaxie, nous avons entre 100 et 200 milliards d'étoiles. Et dans notre propre galaxie, nous n'avons pas vu d'explosion de supernova depuis 1604. C'était la supernova de Kepler. J'ai l'impression que vous seriez très très heureuse de voir l'explosion d'une supernova pendant votre vie. Bien sûr, je sauterai sur ma chaise et je suis persuadée que tous les astronomes du monde en feront autant. Tous les télescopes pointeront alors vers cette supernova. Parmi les étoiles massives qui semblent prêtes à exploser à tout moment, Bételgeuse est l'une des candidates les plus sérieuses. La supergéante rouge, située dans la constellation d'Orion, mesure 1,5 milliard de kilomètres de diamètre. Si elle prenait la place du Soleil, elle engloberait toutes les planètes jusqu'à Jupiter. Bételgeuse consomme son gaz à un rythme effréné et elle sera bientôt à court de combustible. Et si Bételgeuse explose cette nuit, qu'est-ce qu'on verra dans le ciel ? Très certainement, cela affectera nos communications par satellite et aussi l'atmosphère extérieure de la Terre. Mais nous survivrons. Nous n'allons pas mourir, car c'est quand même très loin, à une distance de 600 années-lumière. Je crois qu'une étoile doit être à une proximité de seulement quelques années-lumière pour avoir un véritable impact sur la Terre lors de son explosion. Alors nous sommes en sécurité. Les étoiles qui intéressent le plus les terriens que nous sommes, ce sont celles de taille moyenne, semblables à notre Soleil. Leur durée de vie est d'environ 10 milliards d'années. À la différence des étoiles massives, ces étoiles moyennes n'explosent pas en supernova, mais se diluent lentement dans l'espace. Le Soleil ne va pas exploser, mais se dilater progressivement. Il deviendra une géante rouge. Toute vie sur Terre aura alors disparu depuis longtemps, et les océans se seront évaporés. Lorsque le cœur nucléaire de la géante rouge s'éteindra, les enveloppes de gaz qui l'entourent seront soufflées dans l'espace et formeront une nébuleuse planétaire.
Une nébuleuse planétaire qui porte bien mal son nom, car elle n'a rien à voir avec les planètes. Lorsqu'elles ont été observées au XVIIIe siècle, ces enveloppes lumineuses ressemblaient à des planètes gazeuses, comme Uranus que l'on venait de découvrir. Véritables feux d'artifice, les nébuleuses planétaires sont parmi les plus beaux objets du ciel. Elles prennent des formes et des couleurs spectaculaires. Au centre de ces nébuleuses, l'étoile morte est devenue ce que les astronomes appellent une naine blanche. Un astre bien étrange. Dans ma course aux étoiles, je me rends à Bombay, la trépidante capitale de l'État du Maharashtra, la ville la plus dynamique et la plus cosmopolite du pays. C'est là que se trouve le Tata Institute, l'un des principaux centres de recherche en astrophysique. Ce laboratoire est associé à plusieurs grands programmes internationaux. C'est ici que l'astrophysicien Devendra Ojha travaille à percer le secret des naines blanches. Cette image nous montre une naine blanche. C'est ce à quoi ressemble une étoile, comme le Soleil, à la fin de sa vie. Elle aura une taille similaire à celle de la Terre, mais sa masse sera équivalente à celle du Soleil. C'est incroyable, hein, parce que ça, vous me dites que c'est la fin d'une étoile. Il y a la même masse à peu près que le Soleil à l'intérieur de cet astre. Donc il y a une densité absolument extraordinaire. Oui, sa densité est énorme. Par exemple, si l'on prend une seule cuillère à thé de matière d'une naine blanche, cela correspond à des milliers de tonnes de matière terrestre. Donc la densité est élevée parce que la masse est très importante et dans un diamètre si petit que ça donne quelque chose de très dense, très compact. Qu'est-ce qui se passe au fil du temps quand elle refroidit ? Les naines blanches ont emmagasiné des températures gigantesques. Et quand elles se forment, au fil du temps, elles produisent un cœur de carbone. Si vous prenez un type d'étoile comme le Soleil, quand elles meurent, elles auront un cœur de carbone. Et un cœur de carbone ne peut pas brûler par manque d'énergie. Parce que pour brûler du carbone, il faut d'énormes températures. Donc ces naines blanches vont briller pendant des milliards d'années. Et après ça, elles vont refroidir lentement et petit à petit, elles deviendront ce qu'on appelle des naines noires. La théorie prédit que l'âge d'une naine noire serait quelque chose de l'ordre de 13 milliards d'années, ce qui est comparable à l'âge de l'univers. Mais nous ne pouvons pas observer de naines noires, c'est juste une prédiction théorique. Et oui, si les